Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger en Angleterre. Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant 3 jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome ». La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celle qui aura lieu à l'Imperial Hotel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental, dans un éventail qui va du centre-gauche à la droite, choisis parfois à un moment de leur carrière où ils n'étaient dans leur pays qu'une étoile naissante de la politique. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. Les 22, 23 et 24 avril se retrouveront dans cet hôtel de Torquay, gardé d'un côté par des falaises abruptes, de l'autre par des forces de police impressionnantes, des chefs de gouvernement tels l'allemand Helmut Schmidt ou le suédois Faldin, des ministres importants tels le britannique Healey, des personnalités de la politique comme Henry Kissinger ou Margaret Thatcher, du monde des affaires comme David Rockefeller et même du syndicalisme. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclaration ni communiqué. La réunion de cette année constituera un tournant dans l'histoire du groupe de Bilderberg. Que la date et le lieu de cette réunion aient été connus à l'avance constitue en effet un événement sans précédent, que ce soit à la suite d'indiscrétions voulues ou non. Mais cette constatation ne répond pas à la question essentielle. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. TF1 à l'Imperial Hotel, Torquay. À l'aise. Mais pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches.
À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise. On ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc, il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, il fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et ils disaient qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète. C'est là. Et il parlait de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? Donc, c'est pas une conversation, là. Ils disaient, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. En deçà. Que penser des organisations telles que le Dîner du siècle, le groupe Bilderberg, qui sont restés très très longtemps dans l'ombre et qui aujourd'hui commencent à être contestées par tous ceux qui remettent en cause l'idée d'une élite qui resterait dans l'entre-soi pendant que le peuple serait totalement rejeté.
parce que c'est ça qu'il y a derrière le dîner du siècle et le groupe Bilderberg. C'est l'image la plus évidente de cet entre-soi politique et idéologique, jusqu'à parfois générer tous les fantasmes. Alors, sans entrer dans le complotisme, ce qui est très compliqué puisque dès qu'on analyse, sans même aller jusqu'à critiquer, le Bilderberg ou le dîner du siècle, on est immédiatement classé parmi les complotistes. On va essayer quand même de poser les questions et de définir les choses. Le dîner du siècle a été fondé en 1944 par d'anciens résistants, donc au sortir de la guerre, des gens qui voulaient dépasser les clivages politiques et permettre à tous ceux qui allaient reconstruire la nation de se rencontrer, de discuter dans un contexte apaisé. Ça, c'était l'idée de départ. Donc le dîner du siècle rassemblait des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des gens de l'édition, mais aussi des médias, enfin de la presse à l'époque. C'est toujours le cas, dans un contexte qui n'est plus celui de la reconstruction, dans un contexte où ce rassemblement de ces élites commence à poser problème. Parce qu'il y a en fait une idéologie derrière. Et c'est aussi le cas quand on parle du groupe Bilderberg. Le groupe Bilderberg, là, c'est également dans ce contexte de sortie de la guerre et surtout dans un contexte de guerre froide qu'il faut le comprendre, puisqu'il est fondé en 1954, au départ par des Polonais, des Belges, qui s'inquiètent de la montée d'un anti-américanisme en Europe et qui veulent donc fonder un groupe qui permettrait aux élites des deux rives de l'Atlantique de se rejoindre. La première réunion a lieu donc dans un hôtel Bilderberg, en présence des délégués de différents pays d'Europe et des États-Unis. Et très rapidement, ces personnalités vont mettre en place un réseau d'influence, parce que ces deux groupes fonctionnent par cooptation, dans le secret le plus absolu. Quand on assiste aux réunions du groupe Bilderberg, on s'engage à ne pas raconter ce qui y a été dit. L'idée est de garantir une forme de confidentialité qui permettrait aux uns et aux autres de discuter en toute liberté, et donc de générer des idées parmi ces grands de ce monde qui doivent évidemment décider de nos destins et en décider en toute intelligence. Sauf que le premier souci est qu'en effet, cet entre-soi est profondément malsain. Il est d'autant plus malsain que ces élites qui font partie de ces groupes, ce qui peut sembler légitime au départ, se sont coupées totalement du reste de la population. Finalement, le fait de se rencontrer entre banquiers, entrepreneurs ou fonctionnaires n'est pas si difficile que ça. Il n'y aurait pas de nécessité. On préférerait que des organisations se fassent pour que ces gens-là rencontrent des paysans, des ouvriers, des artisans, des gens qu'ils ne rencontreront jamais dans leur vie de tous les jours. Le deuxième problème, parce qu'il y en a de nombreux, c'est quand parmi ces personnalités, on trouve des gens de médias. C'est-à-dire quand des gens qui sont censés être journalistes se mettent à appartenir à des groupes qui représentent des élites avec des intérêts économiques et que ces journalistes s'engagent à ne pas révéler ce qu'ils y ont entendu, c'est-à-dire qu'ils n'y sont pas en tant que journalistes. Quand le dîner du siècle rassemble des gens comme Jean-Marie Colombani, comme Laurent Geoffrin, on pourrait en citer autant que l'on veut, et que ces gens-là n'expliquent pas quelle est la teneur de ces discussions et des débats idéologiques qu'il peut y avoir, alors ils participent à la constitution d'une conscience de classe de la part des puissants. Ce n'est pas vraiment le rôle des journalistes. Le problème est encore plus prégnant avec le groupe Bilderberg. Pourquoi ? Parce que ce groupe, qui se veut la construction d'une amitié entre les États-Unis et l'Europe, poursuit donc une idéologie. Au départ, la demande vient d'élites européennes, mais elle se constitue dans un cadre de guerre froide qui n'existe plus, mais l'influence des États-Unis se continue à impliquer des décisions politiques qui, aujourd'hui, jouent sur
nos économies, sur la géopolitique de l'Europe. Accepter l'organisation du groupe Bilderberg, c'est ne pas comprendre que l'impérialisme américain utilise des outils pour faire valoir les intérêts des États-Unis et que parmi ces outils figure désormais le groupe Bilderberg. L'exemple principal vient du fait que ce groupe a mis en place des sessions de formation pour jeunes Européens prometteurs, qu'on appelle les Young Leaders, qui ont le droit de venir passer plusieurs mois gratuitement aux États-Unis pour observer la société américaine. Ces Young Leaders ont vu passer aussi bien Rachida Dati que Ramayad, que Najat Vallaud-Belkacem. Il s'agit là purement et simplement d'influence idéologique. Enfin, dernier point qui illustre à quel point petit à petit ces élites se sont détachées des intérêts à la fois des peuples et des nations, parce qu'on retrouve là toute la théorie de l'historien américain Christopher Lasch sur la sécession des élites, l'idée que des élites mondialisées auraient aujourd'hui des intérêts communs de classe et se seraient détachées des intérêts objectifs des peuples auxquels ils appartiennent. Eh bien, donc c'est cela qui est illustré là, et la meilleure preuve en est cette réflexion en 1999 dans Newsweek de David Rockefeller, qui fit partie en 1954 des fondateurs du groupe Bilderberg et qui expliquait, nous le citons dans le livre du comité Orwell, Bienvenue dans le pire des mondes, le triomphe du soft totalitarisme, qui expliquait donc « Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'identité adéquate pour le faire ». Il y a, à travers des groupes comme ceux-là, non pas simplement la volonté de se rencontrer entre gens qui auront des décisions à prendre. Il y a une vision du monde commune et cette vision du monde repose sur l'idée que les intérêts privés doivent prendre le pas sur des États que l'on considère comme ringards, inopérants et n'étant plus en prise avec la marche du monde. Ça s'appelle des choix politiques et ces choix politiques doivent être explicités. Ces magouilles officielles intéressent la paix et la guerre. Et cet ouvrage, Notre allié Saddam Hussein, paru chez Olivier Orban, de Claude Angeli et Stéphanie Meignier, nous donne certains éclaircissements. Et comme je le pensais, je l'ai écrit avant la publication de ce livre, il y a une complicité entre l'Occident et Saddam Hussein, parce qu'il y a derrière tout ça le pétrole. Il y a d'autres complicités parce qu'il y a la drogue. C'est à un autre niveau. Ce n'est pas directement lié, mais nous y reviendrons. Bernard Arambert, La guerre économique mondiale, également chez Olivier Orban, car ces organismes officiels, tels que la trilatérale, alors, schématiquement, ça veut dire trois, bien sûr, l'Amérique du Nord, principalement les États-Unis, l'Europe et le Japon, sont une sorte d'hydre à trois têtes, dont les tentacules englobent le monde, notre planète, pour y exercer ces pressions, ces contrôles. À travers ces actions économiques, il y a parallèlement des actions politiques d'une autre organisation secrète, le CFR, Council on Foreign Relations, Conseil de relations étrangères, dont le siège est à Manhattan, dans le fief de David Rockefeller, qui en est aussi le président. Une organisation à laquelle appartenait bien sûr George Bush. Il y a également le groupe de Bilderberg. Bilderberg, cela vient du nom de l'hôtel, l'hôtel Bilderberg, qui est dans une ville de Hollande, qui a vu se réunir des hommes de divers horizons, peu après la fin de la guerre, et qui ont monté une véritable organisation secrète, qui interfère parfaitement en toute amitié avec la trilatérale et avec le groupe CFR, toujours pour nous opprimer. Nous ne l'aurons pas. Moi, je crois avoir fait mes preuves depuis 40 ans que j'écris des romans de science-fiction où j'ai toujours montré mon amour pour l'Amérique. Quand j'ai posé le pied pour la première fois
à New York, j'avais les larmes aux yeux, parce que c'était mon pays de cœur, pour lequel, et pour la France aussi, je m'étais battu pendant la guerre, pendant la résistance, et ensuite dans les commandos. Donc, on ne pourra pas me traiter d'être anti-américain, non. Mais il faut que le peuple américain sache qu'il est lui aussi trompé, qu'il est lui aussi entraîné vers un chaos. Nous allons y revenir. L'un de ces chaos, voici un dossier de Claudia Pacheco, la multinationale américaine des drogues. Là aussi c'est terrifiant. La drogue sert à financer certaines choses. Je l'ai dit dans IB1, les terriers des gris, mais autre chose également. En matière de scandale politico-financier, Jean Ziegler, avec la Suisse lave plus blanc, dénonce courageusement les méfaits des marchands de mort inféodés à la drogue. Nous avons chez nous la République corrompue d'Yves Chalier, chez Robert Laffont, bien sûr. Au Québec, chez Louise Courteau, la dernière valse des tyrans, la prophétie. Ces gouvernements secrets, car la trilatérale, le Bilderberg, le CFR, sont des façades d'un gouvernement secret, hégémonique au niveau de la planète. Et je suis persuadé que derrière eux, sous eux, il y a le Majesty 12, le Majestic numéro 12, le sinistre MJ12, qui lui est le tyran. Alors, nous avons consulté un politologue français, Pierre Faillant de Villemarais. Villemarais, vous êtes écrivain, vous avez publié 18 ouvrages, voici celui-ci sur le sinistre GRO, en 88, et celui-ci beaucoup plus récent, chez Stock, chez le même éditeur, Coup d'État de Marcus Wolf, la guerre des deux Allemagnes, 45-91. Vous publiez aussi depuis plus de 20 ans cette lettre d'information du Centre européen d'information. Alors, notre propos aujourd'hui est d'introduire quelques notions précises sur le gouvernement secret. J'ai étudié d'abord toutes les affaires de l'internationale communiste et soviétique pendant des années, et un jour je me suis rendu compte que c'était pas suffisant comme explication, une soi-disant confrontation entre deux mondes, et puis en même temps, tout à coup, des choses bizarres se passant en coulisses, et comme s'il y avait une sorte de compromis ou tacite ou organisé entre l'Est et l'Ouest par-dessus nos têtes. Donc je me suis mis à étudier aussi les coulisses du monde occidental. Et là, j'ai découvert ceci grâce à des amis aussi bien anglais qu'américains d'ailleurs, qu'il existait, bien avant la trilatérale et Bilderberg, des sociétés qui sont nées au début du siècle, à la fin du dernier siècle et au début du siècle, tout à fait, je dirais, occultes en ce sens que on n'y pénétrait pas. N'importe qui n'y allait pas, il fallait être recruté par un ou deux, coopté, et des petits cercles d'abord. Pour résumer cet historique de ce que j'ai découvert sur document, qui existe et que d'autres ont eu après moi ou avec moi et ont publié, mais très partiellement, moi j'ai toute une bibliothèque là-dessus, qu'en gros il s'est passé ceci. Avant la guerre, donc la dernière guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et entre 1884 et la guerre de 14 et celle de 39-40, des groupes se sont formés comme des petites bulles, des groupes d'initiés, mais tout est parti d'Angleterre et presque immédiatement après des États-Unis. C'est-à-dire, sur le thème suivant, nous qui sommes des professeurs d'université, des intellectuels, en Angleterre il y avait par exemple Bernard Shaw, il y avait la fille de Marx, une des filles de Marx, Eleanor Marx. Et je dis Eleanor Marx parce que c'est quelque chose qui devrait être connu de tous les historiens, qu'après avoir fondé une société d'une quinzaine ou une vingtaine de professeurs universitaires et intellectuels à Londres, ils ont envoyé en mission Eleanor Marx aux États-Unis pour créer un même groupe avec l'idée suivante: l'ère moderne exige que dans les universités, nous qui sommes professeurs intellectuels, nous avons la parole, nous formons des gens. Eh bien, nous allons les former à notre programme de réorganisation du monde, et au lieu de faire la révolution par la rue, qui se termine toujours tragiquement et qui peut nous échapper, nous allons faire la révolution par en haut.
c'est-à-dire par les élites. Dans nos universités, nous allons non seulement recruter des professeurs qui vont adopter nos idées, enfin on va les recruter, c'est pas à condition qu'ils adoptent nos idées, et ensuite ces professeurs vont former des élèves. Alors il faut voir qu'il y a eu un siècle de travail comme ça. La société de Londres s'appelait la Société Fabienne, britannique, et ne recrutait que petit à petit, sans hâte, parce que c'est ça la différence avec les partis, les mouvements politiques. Il y a toujours l'objectif immédiat, le pouvoir tout de suite, par les élections. Eux, c'était pas ça. C'était le pouvoir dans l'ombre. Comme conseillers, ne cherchons jamais les premières places, mais soyons toujours là, indispensables, parce que nous sommes savants, parce que nous sommes professeurs universitaires spécialisés dans tel et tel domaine. La même chose aux États-Unis. Et c'est de là que sont nés, en gros, la synarchie, ce qu'on a appelé la synarchie à Vienne, qui a essaimé sur toute l'Europe, puisque c'est en 22 dont je parle pour l'Europe. Or, il ne faut pas oublier qu'autour de Hitler, il y avait des gens affiliés à la synarchie, des gens connus, Otto Abetz, Ernst Sackenbach, de la grande banque qui était dans les grandes banques avec Hermann Habs, qui d'ailleurs ont protégé et récupéré et protégé des banques juives, comme la banque Warburg dont on parle quelquefois. Il y a eu un livre assez connu là-dessus, et un feuilleton à la télévision, mais on oublie de dire tous ces liens secrets qui existaient entre ces gens. Au début, ça paraissait une fantaisie, ce gouvernement occulte, derrière n'importe quel gouvernement. Mais si, les synarques avaient envoyé des gens à Londres, des gens à Alger, et il y avait des gens à Vichy, et chacun a dédouané les autres après la libération, quoi qu'ils aient fait, et pendant longtemps. Les Anglais et les Américains surveillaient ça de leur côté, et s'occupaient, eux, de détruire l'ordre établi. Alors, il y avait un empire. Parce que c'est là où il faut voir l'évolution de ces sociétés occultes. Au départ, et on le trouve dans le pacte synarchique dès 1922, puisqu'il a été rédigé en 22, mais seulement découvert au moment de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il est dit textuellement qu'il faut réorganiser le monde en 5 grands ensembles économiques qui sont, alors il faut se mettre dans le contexte de 22, la Panamérique, la Pan-Europe, non, ils disent la Pan-Eurafrique à ce moment-là, parce que l'Europe avait des projections sur l'Afrique, le Commonwealth britannique, la Pan-Asie, et donc il dirigeait le monde en 5 grands ensembles économiques. Alors arrive la guerre, donc ils ont été obligés de réviser au fur et à mesure des bouleversements de 45, 44, 45, un peu leur ordre. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il vaut mieux carrément faire sauter le Commonwealth, qui était intégré complètement à la couronne, mais à condition que l'Empire français, on dit les Anglais, parce qu'il y a beau avoir des coteries, il y a des rivalités à l'intérieur de ces coteries semi-occultes, il faut détruire l'Empire français. Les Américains étaient d'accord, d'autant plus que les gens de l'OSS devenus CIA, je dis pas tous, il y avait des initiés dans tous ces mouvements. Bien sûr qu'on ne peut pas cataloguer tout un mouvement en bloc, c'est le tort quelquefois de certains de nos amis, c'est de vouloir que tout passe par le trou de serrure, puisqu'un tel est du club, donc c'est un salaud. Non, il faut voir ce qu'il fait, ce qu'il dit, parce qu'il y a des gens qui entrent dans ces clubs par opportunisme politique, par carriérisme, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Tous ne sont pas des initiés. Je donne un exemple. Mon beau-père connaissait bien Pinet, le président Pinet, et un jour il lui dit, qu'est-ce que vous allez faire dans cette société qui s'appelle Bilderberg? Bon, on va en parler, je vais expliquer ce que c'est que Bilderberg après. Mais Pinet lui répond, vous savez, on rencontre des gens intéressants dans ce club. C'était aux années 50, ça, hein, après la fondation de Bilderberg qui date de 1954. Moi je trouve qu'on a des réunions dans un pays puis un autre, ça me fait voir du pays, et pendant que ces gens-là, ils m'embêtent avec leur discours, parlent de refaire le monde, moi je m'en vais faire du footing. Alors mon beau-père lui avait dit, président Pinet, vous servez de caution à des gens qui dans votre dos, eux, travaillent. Car déjà, j'ai des textes qui datent de 1932 de ces milieux-là, des textes internes, où on parle du nouvel ordre mondial sans arrêt. Donc c'est pas une découverte que le président Bush l'ait dit après la guerre du Golfe. C'est simplement une confirmation. Parce qu'on ne nous fera pas croire que ces gens-là ont toujours le même langage à travers un siècle, sans qu'il y ait une doctrine à la base. Il y a un fil conducteur. Alors, après la guerre, il y a donc la soi-disant guerre froide qui commence, je dis soi-disant, puisqu'ils ont été mêlés à, comme on peut lire dans mes livres, à certaines affaires secrètes,
j'ai quand même vu que c'était une horrible mascarade. On voulait bien empêcher le communisme de nous prendre ici comme les pays d'Europe de l'Est, mais on ne voulait pas le détruire, on voulait s'arranger avec lui, ce qui est très différent. Il y a des milliers et des milliers de gens qui sont morts d'avoir cru que l'Occident les aiderait à se libérer du totalitarisme communiste. Naît Bilderberg en 1954. Bilderberg est une association euro-américaine, ce qu'on oublie, et pas du tout européenne, euro-américaine, puisque David Rockefeller était à la fondation, Bill Donovan, l'ancien chef de l'OSS, était à la fondation, Allen Dulles, chef des services secrets, était à la fondation, pour ne citer que quelques noms connus. Du côté européen, qui y avait-il derrière Bilderberg? Jean Monnet, et tous les gens de l'équipe qui ont dit il faut faire l'Europe, faire l'Europe, faire l'Europe. Bon, mais leur Europe. Et ce qui ne veut pas dire une Europe de la liberté. Alors la trilatérale, j'en parle tout le temps, c'est quoi? Elle est née en 73 d'une réunion qui s'était tenue en 72 à Davos, en Suisse, où j'étais. Mais j'étais pas invité. J'étais par hasard chez des amis à Davos. J'ai vu, je me suis cogné à Henry Kissinger, à des gens très connus. J'ai fini par demander à mes amis suisses, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des soviétiques, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? 73, hein? Attention, il n'y avait pas encore l'écroulement du mur. Et ils me disent, ah, mais il y a une réunion bizarre, la police est sur les dents, il faut surtout pas qu'on sache qui est là, c'est interdit de prendre des notes, de prendre des photos. Bon, j'ai quand même eu par mes amis suisses beaucoup de choses, et même eu la sténographie de leurs débats internes. Ce qui m'a beaucoup éclairé en 72, parce qu'ils annonçaient qu'ils allaient créer l'année d'après un organisme, ils n'avaient pas dit lequel. Et mais l'homme de cette concertation où il y avait une centaine de gens, donc j'ai parlé de Kissinger, il y avait des Japonais, il y avait une délégation soviétique dont un vice-ministre du gouvernement soviétique. Et n'oublions pas que c'était, soi-disant, toujours la guerre froide. Bon. Or, ils étaient là. Et la conclusion applaudie par les soviétiques dans ce vice-ministre qui s'appelait Bykov, qui existe encore, de M. Perlmutter, un économiste américain très connu, était la suivante. Écoutons bien, hein, 72-73, ça c'était l'hiver 72-73. Il faut qu'avant 20 ans, nous ne soyons plus que 200 ou 300 multinationales dans le monde à contrôler tout ce qui est recherche, exploitation, répartition des matières premières clés de notre époque. Et donc voilà la phrase textuelle, et il expliquait, à partir de ce moment-là, il y aura 3 moteurs dans le monde, le moteur industriel panaméricain, le moteur industriel japonais et le moteur industriel pan-européen, incluant l'Union soviétique. En 72-13. Et l'année d'après, donc, naît la trilatérale, qui était donc 3 moteurs industriels drainant derrière eux, à partir de 3 grands ensembles économiques, tout ce qui n'était pas multinational. Ils disaient même dans leur texte que toutes les petites et moyennes entreprises de nos pays deviendraient des sous-traitants, donc aux ordres. Voilà en gros, si vous voulez, je crois ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on est manipulé par des gens qui ont tout en main parce qu'ils ont les leviers économiques et monétaires qui sont beaucoup moins frappants pour le public, qui ne comprend rien aux histoires monétaires, par exemple, que si c'était une affaire purement politique. Non, c'est technocratique, c'est monétaire, c'est financier, c'est la grande coulisse mondiale. Et d'ailleurs, à mon avis, même si ces gens sont très puissants, ils échoueront. On n'est pas impuissant parce que plus on répète, plus on les dénude en public. Le roi est nu, on connaît l'expression. Plus ils sont gênés parce que il y a eu une époque, il y a 20 ou 30 ans, où c'était un peu trop tôt, quelques confrères et moi, on parlait de ça. C'était trop tôt, les gens n'étaient pas mûrs, prêts. Maintenant, tout le monde sent qu'il y a quelque part ce que j'appellerais vulgairement un truc. Ce qui explique que les Français, qu'on croyait endormis, se réveillent tout d'un coup quand il y a une discussion autour d'une chose comme Maastricht, parce qu'ils sentent instinctivement qu'il y a quelque chose qui est truqué dans la coulisse. Ils voudraient savoir. Les dés sont pipés. Voilà, ils savent que les dés sont pipés. Et cette ingérence n'est pas une abstraction. On nous a, au cours du mois de septembre et dans les mois qui ont précédé,
raconter quantité de choses, il faut voter pour Maastricht, il faut unir l'Europe, etc. Je suis bien d'accord, je suis tout à fait d'accord, et je me répète, je me cite, mais c'est vrai, depuis 40 ans que j'écris des bouquins de science-fiction, dès la première décennie, j'ai toujours prôné les États-Unis d'Europe et ceux du monde, mais pas à travers la mainmise de la trilatérale, du CFR. Non, pas ça, autre chose. Alors Maastricht, ça nous a amené à la victoire du oui. Peu s'en fallait. Et je pense qu'un jour, on apprendra ce qu'un anonyme, qui semble beaucoup moins bien renseigné, nous a dit au téléphone, à savoir qu'il y aura un jour des surprises, et sur les pourcentages du oui, et sur le pourcentage du non. Et si vous me permettez une remarque un peu cavalière, un peu leste, on s'est fait couillonner à Maastricht. Vous étiez très près de Duméguieu, de la famille de Duméguieu, oui. Et vous avez, je pense, une intuition, pour ne pas dire une impression très nette des raisons qui auraient pu l'amener à son cancer. Allez-y. Oui, là c'est plus qu'une intuition, c'est une révélation que je peux faire qui n'a rien d'officiel puisqu'il n'y a pas eu d'autopsie. Officiellement, il est mort d'un cancer. Officiellement, il est mort d'un cancer. Et il avait tous les symptômes, puis il avait le cancer. C'est ça. Bon. Mais comment a-t-il attrapé son cancer? Alors, comment a-t-il attrapé son cancer? Certainement pas de cause naturelle. Quelques jours après le décès de Jimmy, et quelques jours après sa mise en bière, Lucia, son épouse et sa veuve, avaient invité quelques amis à une petite réunion pour essayer de prolonger l'œuvre de Jimmy, en particulier pour essayer de trouver un moyen de faire éditer son dernier ouvrage qui s'appelait Terre, ta civilisation Foulcan. Et comme tous les éditeurs refusaient ce manuscrit du temps du vivant de Jimmy, elle voulait absolument, et c'était tout à fait louable, que cet ouvrage paraisse. Donc on a été un certain nombre là à se retrouver chez eux, à la chaussée d'Ivry, en grande couronne parisienne. Et puis, moi j'ai eu l'occasion, en tant que privilégié et qu'ami très très proche de Jimmy, de rester longtemps dans son bureau, de me noyer dans sa tonne de documents, d'ouvrir tous ses livres, de repalper un peu c'est ça, les traces du maître en quelque sorte, parce que Jimmy m'a toujours fait rêver et continue à me faire rêver par sa façon de travailler, par son imagination débordante et insatiable. Enfin, c'était vraiment un écrivain prolixe et fabuleux. Et j'ai eu l'occasion de fouiller un peu le bureau. Et à un moment, je ne sais pas, j'ai été pris d'une sorte d'intuition. Et j'ai regardé sous la chaise, il avait une chaise, un fauteuil très confortable sur lequel il travaillait plus de 10 heures par jour attablé à son ordinateur. Et là, sous le croisillon qui permettait à l'assise d'être fixée, il y avait une barre métallique, à peu près de 10 cm, oui c'est ça, qui pouvait correspondre à ça, peut-être en un peu moins large, donc de la taille de cette télécommande là. Et puis, donc je l'ai mise de côté et je l'ai fait analyser par un ami qui était d'ailleurs aussi un ami de Jimmy. Je ne révélerai pas le nom de cette personne, qui est un scientifique en Europe et qui a sa réputation à tenir, et s'il ne veut pas perdre son poste lui aussi, hélas, il est nécessaire de se taire. Mais après analyse... C'est pas Jean-Pierre Petit? Non, c'est pas Jean-Pierre Petit. D'accord. D'ailleurs, Jimmy et Jean-Pierre n'étaient pas spécialement amis. Ils étaient compagnons d'un même ouvrage, mais pas nécessairement amis. Et il s'est avéré que la barre en question était une barre d'uranium. Radioactive? Ouais, radioactive. Ce qui veut dire que pendant des semaines, des mois, peut-être des années, Jimmy avait sous les fesses, pendant qu'il travaillait, cette barre qui l'irradiait. Voilà. Donc le lien de cause à effet est très vite fait. 20-30 anni dopo la serie di stragi sanguinose ancora nessuna verità, è mai possibile? La verità l'abbiamo in parte trovata, insomma, che ormai è abbastanza chiara la verità, che ci sono state complicità dello Stato
o di frammenti dello Stato con la mafia e col terrorismo nero e con la massoneria, che erano poi fusi e armonizzati in questa organizzazione che si chiama Gladio o Stay Behind, che è un'organizzazione internazionale che era manovrata dalla CIA, quindi praticamente questo ormai è un fatto abbastanza accertato. Prima era fantascienza, ma ormai è sicuro, ma il problema è che esiste ancora, va bene. Una stagione che serviva a destabilizzare lo Stato, perché? Non serviva a destabilizzare, serviva a impedire la dinamica politica, nel senso di spostare gli equilibri politici da destra verso centro-sinistra, verso la sinistra. Hanno fatto tutto questo non per fare dei colpi di Stato, ma per rafforzare il potere, destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico. Lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti. Per la verità si era imbattuto Emilio Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67 e poi dopo che io ho scritto questo si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dagospia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato tra virgolette. Dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Il fatto che oggi ci troviamo personaggi del governo, vicini al governo e all'imprenditoria. Qualcuno non sappia nulla, però il Bilderberg fa queste cose qua, cioè governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazie. Grazie. Thank you, Mr. President. The Commission have recently replied to my written question confirming that Commissioners Almunia and Kroes attended the Bilderberg meeting in St. Moritz in June. The Commission cannot tell me details of what was discussed, but assure me that the Bilderberg meetings do not take decisions. If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. It is a disgrace that the European Commission is colluding in that. A sudden, usually temporary malfunction or irregular. Là, on vous a demandé de vous calmer sur la franc-maçonnerie, justement. Oui, j'ai jamais bien compris pourquoi Mme Guigou a souhaité que je me calme. Oui, j'ai jamais bien compris pourquoi Mme Guigou a souhaité que je me calme. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Comme un ministre de la Justice ou même un Premier ministre, voire même un président de la République, ou une femme de président, pour une autre affaire, on en parlera, pour l'affaire Johnny Hallyday, peut dire à quelqu'un, écoutez mon petit ami, vous allez oublier ça, vous rangez le dossier. Est-ce qu'ils vous disent ça concrètement? Comment ça se passe? Voilà ce qui m'intéresse.
Oh, c'est tout simple, le ministre est dans un fauteuil, vous êtes à côté, et elle vous dit, monsieur le procureur, faites attention à votre communication sur la maçonnerie. Bon, c'est pas besoin d'être spécialement intelligent pour comprendre le message, il était clair. Si le franc-maçon et la franc-maçonnerie fait force de ces réseaux pour faire progresser l'humanité, eh bien bravo, il y a un pouvoir, eh bien usons-le. Welcome. This is James Corbett of the Corbett Report with your eye-opener report for BoilingFrogsPost.com. The idea that global politics is directed by a small group of well-connected elite has long been decried as conspiracy theory by the establishment and their media outlets. As listeners to the most recent Corbett Report podcast will know, however, this idea is now openly discussed and acknowledged by those very figures that once sought to deride it. You mentioned something earlier that you've done that comes up right in the spot that you're sitting many times by our callers across the country, and that is a suspicion that there is a conspiracy afoot through the Trilateral Commission and the Council on Foreign Relations. You ran the Trilateral Commission for how long? About 3 years, I think. Something like that, 3 years. Not only did I run it, I helped to found it and organize it with David Rockefeller. So if any of our viewers are conspiracy-minded, here is one of the conspirators. They call it coordination of regulation. What it really is putting the American economy under international regulation. Yeah. And those people who have been yelling, oh, the UN's going to take over global conspiracy government. Theorists. They've been crazy, but now they're right. Yeah, well, when Geithner, it's happening. When Geithner said he would be open to the idea of a global currency last week, yeah. Those conspiracy people had said and suggested that for years. Right. You're not wrong. The reality is it's not conspiracy. What brings this group its power is that very often these very different, very diverse people find that their interests align. And when the interests of the most powerful align about taxes, or about regulation, or about politics, or about global warming, they have, wait for it, more power than the least powerful people, right? And there is a multiplication that comes from the networks that connect them together. And so this is, an extremely important component of their power. In fact, while these types of admissions may be new in our current socio-political context, they have been well known, well understood, and widely promulgated by respected statesmen and scholars for centuries. In a letter to George Snyder on October 24, 1798, first U.S. President George Washington warned that the doctrines of the Illuminati had spread in the United States, adding that the notion that members of secret societies were trying to separate the American people from their government is too evident to be questioned. In 1828, the Anti-Masonic Party became America's first third-party political grouping. The party was formed after the murder of Freemasonic whistleblower William Morgan. The Morgan affair ignited anger in a public that was becoming weary of Masonic influence over their society, and the Anti-Masonic Party was surprisingly popular in the 1828 elections, introducing the concepts of nominating conventions and political platforms to U.S. electoral politics. In his 1913 book, The New Freedom, President Woodrow Wilson, whose presidency saw the introduction of the Federal Reserve, the first income tax, and the proposal for the League of Nations, wrote, "Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of somebody, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it." One of the most scholarly treatises on this subject in the 20th century came from the pen of Georgetown scholar and respected historian Carroll Quigley. An influential political scholar whose students included the likes of Bill Clinton, Quigley wrote extensively about the organizations controlling world politics from behind the scenes and the methods they used to achieve their goals in works like The Anglo-American Establishment and Tragedy and Hope. As researcher and author G. Edward Griffin explains, Quigley outlined how these secret organizations direct world politics by creating a network of interlocking organizations able to influence policymakers and decision-takers around the world. They talked about Pat running for president, and if he did that, I would be very supportive. But he'd have to shake a label that gets assigned to people like Pat who run for the presidency, and that is that he's a tool of the rich.
I personally like that very much. My father told me that's the way the system is meant to work. You know, I think Pat's coming quickly. Soon, I think he's going to be in a position for the Trilateral Commission. And if he shows promise beyond that, there's Bilderberg. World control, Pat. Settle for nothing else. By the way, Pat, do you bank at Chase Manhattan?